Le seul rendez-vous qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre chaîne, merci. Nous sommes en direct de Kinshasa pour vous présenter ce numéro d'entretien avec l'invité qui vient tout fraîchement d'Afrique du Sud, où il a participé à une réunion de la SADC. On doit savoir combien de pays aujourd'hui en Afrique organisent les élections, quelles sont les conditions d'organisation. Dans notre pays, la RDC, la situation se présente de quelle manière, les textes qui régissent et le pays et ses processus électoraux permettent à la fois que ce processus soit calme, transparent, apaisé et que tout le monde puisse accepter les résultats plus tard, ou il faut peut-être procéder autrement, c'est-à-dire que ce soit inclusif, faire participer le peuple pour que tout cela se passe dans les meilleures des conditions. Alors l'invité c'est Daniel Ngoï Mulunda, bienvenue et bon retour au pays. Merci JMK. Alors, une question, vous êtes quelqu'un qui vous déplacez beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'initiateur du PAREC, Paix et Réconciliation, membre du conseil consultatif de la SADC. Vous venez tout juste d'Afrique du Sud. Alors, est-ce qu'on peut savoir d'abord, vous venez d'Afrique du Sud, vous avez été participé à quel type d'activité là-bas? Je venais de participer à la formation qui est organisée par la SADC. On a invité tous les conseillers électoraux et chaque gouvernement devait envoyer deux délégués parce que la SADC prend sérieusement la division électorale. L'élection devient l'élément clé de la politique de la SADC pour promouvoir la démocratie, pour promouvoir la paix et la stabilité. Et c'est comme cela que la SADC ne va plus seulement observer les élections la veille. La SADC vient de développer maintenant de suivre tout le cycle électoral. Pendant la période préélectorale qui se passe, les missions arrivent, les interviews se font pendant la période électorale et après. Alors, on va avoir désormais, pour les élections, les gens qui viennent un mois avant les élections, un mois au minimum, pour suivre le processus électoral, comment le pays se prépare, les difficultés qu'il y a, afin de donner conseil au ministre des Affaires étrangères. Mais est-ce que ça c'est valable pour tout le pays ou c'est seulement des pays choisis comme ça? Pour tous les pays qui organisent les élections, pour tous les pays. Oui. Donc, et après les élections, le groupe va encore rester au moins pendant 2 semaines après pour savoir ce qui s'est passé en période préélectorale, comment les gens ont préparé les élections, est-ce que ces élections seront crédibles, est-ce que ces élections seront pacifiques, est-ce que ces élections seront démocratiques, est-ce que ces élections seront justes. C'est tout ça que la SADC va étudier et va faire le rapport au chef d'État. Et nous pouvons même dire, est-ce que ce pays est prêt à organiser des élections? Et ça, c'est le travail du CEAC, du Conseil consultatif électoral. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la SADC, c'est quoi? Et surtout l'importance de cette organisation par rapport à notre pays. Oui, la SADC, c'est la communauté de développement des pays de l'Afrique australe. Il y a 15 pays à l'intérieur. Maintenant, au niveau de cela, les chefs d'État ont décidé de créer le CEAC, le Conseil consultatif électoral. Ce sont des personnes, des personnalités qui ont fait le travail dans les domaines des élections, dans le domaine de la paix, de la diplomatie, et chaque pays désigne une personne. Et vous avez été désigné pour la RDC? Pour la RDC, oui. J'ai été désigné, et puis endossé, vous êtes désigné, il faut que ça passe par les conseils politiques de la SADC, les ministres des Affaires étrangères. Si tous les ministres endossent maintenant, les chefs d'État disent oui, et vous commencez à siéger. Donc j'ai un mandat de 5 ans renouvelable, une fois à la SADC comme conseiller électoral. Par rapport à votre background, votre parcours, en termes d'élections, etc. Alors, j'aimerais bien savoir... quel est aujourd'hui l'avis de la SADC? Qu'est-ce que ça représente en termes d'importance par rapport au pays, par exemple? En tout cas, la SADC devient de plus en plus importante parce que dans le domaine électoral surtout, l'Union européenne nous consulte. La fois passée, il y a même des éléments qu'on avait invités pour aller observer les élections en dehors du continent africain. Ah bon? Oui, au-delà du continent africain? Du continent africain, on a vu de la SADC. Parce que les gens sont formés et c'est pourquoi chez nous ici, on a une grande responsabilité. Je ne voudrais pas partir, revenir et rester. Le ministre des Affaires étrangères a envoyé 2 collègues, 2 compatriotes avec qui nous sommes partis du ministère. Dès que je reviens, nous devons nous asseoir maintenant avec le ministre pour pouvoir transmettre ce que nous avons appris, afin que, parce que tout ce qui s'est fait à la SADC, le pays doit l'appliquer obligatoirement. C'est une obligation.
Le Congo n'est pas épargné des décisions et des critères de la SADC pour organiser des élections crédibles et pacifiques. Alors nous allons revenir. Quels sont les pays en ce moment de la SADC qui organisent des élections? Cette année, nous attendons d'abord les élections au Zimbabwe, oui, entre les mois de juillet et d'août. Nous attendons les élections en RDC en décembre. Les élections sont attendues au Botswana et les élections peut-être à Madagascar. Donc ce sont les pays sur lesquels... Pourquoi vous dites peut-être à Madagascar? Madagascar, c'était l'année prochaine. On veut ramener ça cette année. Ah oui, on veut anticiper. Oui, on va anticiper les élections. Alors, je vais quand même qu'on puisse revenir sur le processus en RDC. Je vous ai reçu ici, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à vos déclarations la fois dernière. Quelles sont pour vous les clauses qui consacrent un peu, je dirais, les glissements que nous sommes en train de vivre depuis un certain temps, depuis 2016. Voilà, il y a l'article 70, il y a un peu... Alors, éclairez un tout petit peu, vous qui maîtrisez un peu l'environnement juridico-électif un peu de la RDC. Cet article 70 nous fait trop de mal. Et parfois, qui stipule quoi? Qui stipule que le chef de l'État élu, il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. À la fin de son mandat, s'il n'y a pas élection, il va continuer à diriger jusqu'à ce qu'un autre soit élu. C'est constitutionnel, oui, mais ça nous humilie. Pourquoi? Aujourd'hui, on dit que le président est en train de se cramponner au pouvoir. On dirait que plus personne ne regarde l'incise, il n'y a plus personne. On dit qu'il se colle au pouvoir, on oublie que c'est la Constitution qui a fait ça. Et c'est pour cela que moi je dis, on doit se débarrasser de cette partie-là. Il faudrait qu'on puisse toucher à la Constitution. À l'article 70, on dit que le chef de l'État est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. À la fin de son deuxième et dernier mandat, le président du Sénat dirige le pays et prépare les élections dans les 6 mois. Il n'y a pas de jusqu'à ce que... Et ça, c'est la même chose avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale. Quand le mandat est fini, le Sénat est dissous. L'Assemblée nationale est dissous. Ça va nous crédibiliser. Parce qu'aujourd'hui, j'étais à la SADC, on m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Kabila se camponne au pouvoir? Il disait la Constitution. Ah, c'est comme ça. C'est ça la situation. Ce sont les mêmes Congolais qui ont dit que jusqu'à ce que... Et c'est pour cela que moi, je me bats, j'en fais mon affaire pour qu'on puisse enlever ces incises-là. C'est fini, au dernier mandat, le président emballe ses valises, il part, il est au Sénat, il est sénateur, il refait sa vie. C'est cette incise qui nous dérange. Et donc, la modification de la Constitution dont il est question ici, il faut revoir cette clause qui fait perdurer parfois des situations, ce qu'on appelle les glissements, et ça gêne un peu tout le monde. Ça gêne tout le monde. Et puis parce qu'il n'y a pas que la présidente de la République, il y a aussi les parlementaires, les sénateurs, les députés, etc. Vraiment, nous devons avoir le courage, Jean-Marie, qui ne sont remplacés que par d'autres qui seront élus. Donc ce sont des clauses de glissement qui sont consacrées dans la Constitution, qu'il faut absolument enlever. Le mandat reste de 5 ans, renouvelable une fois, un point, un trait. Mais en ce qui concerne par exemple les ressources de notre pays, les mines dont on parle, en ce moment il y a la nouvelle codification, ce qu'on appelle les codes miniers, qui est aujourd'hui, on va dire, combattue par les opérateurs qui rechignent à l'appliquer. Est-ce que ça nécessite une protection au niveau de la Constitution? Absolument. Pourquoi? Absolument. Nous sommes un pays, et c'est malheureux quand vous lisez la Constitution. Toutes nos richesses, toutes nos ressources ne sont pas protégées par la Constitution. Depuis Léopold II, nous n'avons que des accords, des lois. Mais si aujourd'hui, nos mines sont protégées par la Constitution... Mais vous allez le faire comment? C'est le patrimoine national, les sols et sous-sols appartiennent à l'État. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Il faut qu'on dise, qu'on donne clairement comment on va utiliser les mines, à quelles conditions, quel pourcentage va au social de la population. Donc, il faut, dès que le Parlement... Mais ça, c'est le règlement minier, ça. Jean-Marie, nous sommes exploités. Aujourd'hui, le pays est en danger. Je vais dire comme d'habitude, le pays est en danger et le président de la République est en danger. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais je prévois le danger. Pourquoi? La communauté internationale n'est pas intéressée par nos élections. Ah bon? Les élections, c'est seulement l'allumette qu'on va utiliser. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est le fameux code minier. Mais comment ça? Expliquer? Les entreprises n'ont pas voulu ce code minier-là. Ils veulent à tout prix qu'on puisse reculer. Si aujourd'hui ce code minier n'est pas protégé par la Constitution, Jean-Marie, demain, on a l'insécurité. Mais nous allons sécuriser un autre pays, un autre peuple, et même notre situation. Si cette Constitution prend des décisions claires, même si un homme passe, Kabila peut passer demain.
Mais si le code minier, si les avantages miniers sont bien définis dans la Constitution, personne ne peut y aller. Regardons par exemple le cas du fleuve Ubangui. Oui. On dit, bon, on veut que le fleuve Ubangui aille aider le Tchad. Oui, on a vu ça à Brazzaville, on nous a fait le procès là-bas qu'on a refusé avec notre eau. Si le bassin du fleuve Congo, notre patrimoine, on n'a pas signé. Oui, José Makila est revenu. Alors, c'est un peu compliqué. C'est ça le problème. Oui. C'est compliqué parce que ce n'est pas dans la Constitution. Mais si c'est dans la Constitution, il faut que le peuple se prononce par référendum. Si oui ou non, nos eaux peuvent aller au lac Tchad. On ne va pas attaquer José Makila, on n'attaquera pas le gouvernement, on n'attaquera pas le président. C'est une souveraineté du peuple que nous devons mettre. C'est pourquoi j'appelle urgemment à la révision de la Constitution. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, les gens regardent. Ce ne sont pas les mines. Est-ce que vraiment les Congolais ont besoin des élections demain? Ben, comment ça, ils n'ont pas besoin d'élections? Ils vont aller aux élections demain parce qu'ils souffrent. Regardez les grèves qui se passent aujourd'hui avec les médecins et d'autres personnes. Oui. Je vais dire aujourd'hui que les négociations qui se passent là-bas depuis l'époque de Feu Zaïd Ngoma avec Mboudi. Oui, les paliers. Le gouvernement n'est pas de mauvaise volonté, Jean-Marie. Le gouvernement n'a pas seulement l'argent. Il essaie de tourner. Le gouvernement veut vivre des taxes. Regardez comment est-ce qu'on bloque les routes quand on veut prendre les choses, la vignette. On dirait qu'il y a une guerre dans la ville. C'est terrible. Mais si nos minéraux peuvent répondre à nos salaires, le peuple va respirer. On va même se passer de contributions. Donc aujourd'hui, les négociations qui se passent là-bas. Comme à l'époque, la GECAMINE assurait quasiment le budget national. Absolument, la GECAMINE a assuré le budget national. Mais aujourd'hui, ce n'est pas protégé. Et si le Parlement ne se décide pas, les minéraux vont partir. Si on dit que les bénéfices, 40% vont directement aux rémunérations des gens. Oui. Nous allons notre salaire. Les minéraux sont des pierres, Jean-Marie, qui vont s'épuiser un jour. Oui. Et on se moquera de nous. Vous aviez tout. On voit le Gabon avec le pétrole. Hein? Vous aviez tout et vous avez tout bazardé. Il est temps qu'aujourd'hui, qu'on touche à la Constitution, qu'on puisse protéger toutes nos richesses dans la Constitution et qu'avant d'y aller, qu'on puisse consulter le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et c'est lui qu'on doit consulter. Alors, j'ai lu quelque part que vous avez aussi des ambitions de protéger la maman congolaise. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. La maman, elle est bien congolaise, elle est protégée déjà depuis toujours par cette Constitution. Même celle-là, même à l'époque de Belge. Même à l'époque du maréchal Mobutu, on parlait de la promotion de la femme congolaise, ça fait l'émancipation de la Zaïroise. Ça sera une nouveauté d'après Ngoï Mulunda. J'ai d'abord demandé une faveur. Pourquoi tu ne m'appelles pas pasteur Ngoï Mulunda? Tu m'appelles Ngoï Mulunda. Oui, pasteur. Vous êtes habillé déjà. Merci. Merci. Quand tu m'appelles pasteur, je me sens dans mon assiette. Je vous en prie. Jean-Marie, je vais poser une question. Mettre au monde, est-ce un crime? Non. Mettre au monde, n'est-il pas naturel? C'est naturel. Tout à fait. Chaque fois, mon cœur saigne quand je vois les mamans qui accouchent, qui ne peuvent pas payer les frais de maternité et qui sont enfermées dans les hôpitaux. Ça, c'est les revenus. Ça n'a rien de constitutionnel. Laissez-moi terminer, Jean-Marie. Oui. Laissez-moi terminer. Et les enfants sont enfermés et les mamans sont enfermées. Il faut qu'il y ait un député ou un ministre ou qui peut payer pour les mamans. Comment ça danser? Non. Comme l'accouchement est naturel, moi, je voudrais proposer qu'il y ait l'incise dans la Constitution. Disons quoi? Qu'en République démocratique du Congo, l'accouchement est gratuit. Parce que c'est un don de Dieu. Oui, mais c'est ça. L'accouchement, c'est une maladie. Nous allons à l'hôpital pour nous faire soigner quand on est malade. Attendez. Dis-moi si c'est une maladie, l'accouchement. Ce n'est pas une maladie. Oui. Mais attendez, vous êtes là, vous allez donner raison à Macron, qui a dit qu'en Afrique, on fait des enfants n'importe comment, on ne regarde pas les revenus, on ne regarde pas la production. La femme sera femme objet à faire des enfants. Et en plus, il faut répondre aux revenus. Non, Macron a un problème, je ne sais pas si c'est scientifique ou biologique, laissez-le. Même les Chinois régulent le planning familial en Chine. Moi, je me bats pour la femme congolaise. Oui. Je me bats pour la femme congolaise. Oui, nous sommes déjà 120 millions d'habitants, vous n'avez pas rajouté d'autres. Le pays est très grand. Notre pays est sous-habité. Oui. Je voudrais que la maman, quand elle accoucher... Mais le peu que nous avons, le peu de mamans qui accouchent, nous, on n'est pas capable de les nourrir. Non, nous avons nos mines et tout ça. Jean-Marie, il faut que le Congo soit le premier pays. On parle de la libération de la femme, on parle du genre, tout ça. Allons clairement. Mais ça avec les richesses aussi que Dieu nous a données, que l'accouchement soit gratuit. Mais ça, Badibanga, le Premier ministre, l'avait déjà dit. Laisse-moi d'abord terminer mon idée. Tu es en train vraiment de m'interrompre, Jean-Baptiste. Ah non. Laissez-moi poser une question. Je dis que l'accouchement n'est pas une maladie. Nous allons à l'hôpital quand nous sommes malades. Mais l'accouchement, c'est un don naturel. Celui qui va accoucher naturellement, on le fait payer pour ça. De deux, l'accouchement n'est pas un crime.
Quand une femme accouche, et on l'enferme, elle est en prison jusqu'à ce que la personne paie de l'argent. Et puis l'enfant qui est né, au lieu qu'on aille l'accueillir par ses parents, qu'on fasse des rites d'accueil, qu'on prie pour l'enfant, l'enfant va rester 3 mois à l'hôpital. Et la première danse que l'enfant va faire, va danser pour un politicien. L'amendement de la Constitution qu'on va faire, j'ai fait appel à toutes les mamans de m'appuyer pour qu'on puisse mettre que l'accouchement est gratuit en République démocratique du Congo. Même la césarienne, c'est la position de l'enfant. Ce n'est pas la main qui a créé ça. Si nous sommes un pays qui voulons vraiment être le premier au monde. Qui va financer? Mais le pays, nous avons nos mines, Jean-Marie. Donc tout tourne autour des mines pour vous. Il y a des femmes qui meurent parce qu'elles vont dans un petit dispensaire et les conditions sont mauvaises, elles saignent et elles meurent. Et puis les mêmes gens, les mêmes députés, ce sont les propriétaires des hôpitaux. Ils font des dispensaires à côté et les femmes partent là-bas. Arrivées là-bas, les femmes meurent. Non. Je pense que nous devons faire une innovation aujourd'hui dans cette constitution. Protéger les mamans congolaises constitutionnellement. Constitutionnellement, qu'on protège la maman congolaise constitutionnellement, que l'accouchement soit gratuit. Mais la recherche scientifique, qu'est-ce que ça fait? La recherche scientifique, dans vos propositions, dans beaucoup de pays, si quelqu'un a déjà fini sa maîtrise, qu'on appelle masters, on n'a pas beaucoup de docteurs au Congo. Tu sais pourquoi? Parce que ces frais-là de recherche n'existent pas. Quelqu'un commence depuis l'école primaire, il n'a aucune assistance du gouvernement. Mais si quelqu'un fait la maîtrise au niveau du gouvernement, c'est pratique ça. Non, ce sont les moyens il faut que ça soit alloués à la recherche, à l'éducation. Il faut que ça soit constitutionnellement protégé. Il y a des gens qui sont vraiment intelligents, qui manquent $2000 à payer pour faire son 3e cycle. Il faut que l'État puisse pouvoir promouvoir ça. Et que les gens, vous verrez, la recherche va faire du boom au Congo. On aura beaucoup de professeurs, on aura beaucoup de médecins. Il y a ceux qui ne peuvent pas toucher ce pays. Mais est-ce que le Japon avait mis ça dans sa constitution? Est-ce que les États-Unis, est-ce que la France, etc. Moi, je mets ça dans ma constitution. Ce n'est pas opérationnel d'abord, ces genres de choses? Non, ce n'est pas opérationnel. Moi, je mets ça dans ma constitution au Congo, en RDC ici. Que la recherche, les gens qui font le 3e cycle de doctorat, c'est très peu d'argent pour le pays, c'est très peu d'argent, ils ne sont même pas nombreux. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas constitutionnellement promouvoir l'éducation, la recherche scientifique, les gens qui font le doctorat, les gens qui font le 3e cycle, ceux qui spécialisent en médecine, qu'on puisse les protéger? Voilà ce que dans la Constitution. Revenons un tout petit peu au processus électoral. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur notamment la notion de double nationalité, l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Et les sujets emblématiques, c'est Katumbi Moïse. Est-ce qu'il est seul? Est-ce que, en dehors de ce qu'il a comme souci au niveau de la justice, est-ce qu'il faut laisser venir? Comment il va faire? Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à ça? Je voudrais encore revenir à la question de la double nationalité. Oui. J'en fais mon affaire, j'ai fait un appel à tous les Congolais qui aiment ce pays. Il faut qu'on amende la Constitution et que les Congolais aient droit à une double nationalité. Ils sont nombreux. Très officiellement. Très officiellement dans la Constitution, que les Congolais peuvent avoir une double nationalité. Ça va nous ouvrir. Nous allons nous développer. Ça va sécuriser les gens. Ce n'est pas le cas de Katumbi seul. Il y a beaucoup de ministres ici, beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs. Nous craignons quoi? Vraiment, mon grand appel est qu'on puisse toucher à la Constitution et que nous puissions avoir une double nationalité. Nous sommes dans la globalisation. Le monde est devenu un village global. Nous avons peur de quoi? Qu'on mette dans cette Constitution que tout le monde peut participer aux élections. Vous parlez de Katumbi, ses appuis, ses problèmes juridiques. Moi, c'est là où je suis en train, sincèrement, de condamner les évêques de la Cinco. Pourquoi? Et l'accord de la Cinco. Mais pourquoi? Cet accord de la Saint-Sylvestre, c'est présenté comme si c'était au-dessus de tout, même du président de la République, même du pays. Et comme on accueillait les évêques partout, ils allaient partout, les présidents, on devait lui imposer. Liberté, fais ceci, fais cela. On parlait des cas emblématiques. Même cas emblématiques. Aujourd'hui, Sensa est en train de travailler aussi sur ça. Aujourd'hui, oui. Il y a des cas qui sont vrais, juridiques, qui sont... Je ne nie pas qu'il y a des cas politiques, je ne nie pas. Mais il y a des cas qui sont juridiquement prouvés. Qui est le magistrat, le premier magistrat donne la grâce, c'est le président de la République. Si les évêques étaient très sages et partaient de Monsieur le Président, tu es là, chef de l'État, nous demandons une grâce pour ces gens-là, qu'on puisse libérer Diomi Dongala, Mouyambo, par la grâce présidentielle, pas par l'imposition d'un accord. Vous avez fait passer un accord comme au-dessus de tout. Et qu'on puisse faire revenir Moïse comme enfant de ce pays, qu'il revienne, qu'on puisse tous discuter ensemble. C'est ça, le péché de l'accord. Et c'est ça mon combat aujourd'hui. Nous devons nous réconcilier. On ne peut se réconcilier qu'en se mettant ensemble. Que tous reviennent dans leur pays et que nous parlions. On oublie la justice. S'il a des problèmes privés, qu'est-ce que ça a à voir avec la grâce présidentielle, elle est applicable à tout le monde. Il y a des gens qui ont participé à la mort de son père, oui, qui sont en prison. Mais Kabila n'a pas signé pour les tuer.
Il y a ceux qui ont fait pire que Moïse ici. Il y en a. Ils ont fait la rébellion. On a compté des millions de morts. Aujourd'hui, ils sont au gouvernement. Ils marchent bien. Ils roulent carrosse. Moïse a tué qui? Je ne fais pas son avocat. Je ne fais pas son avocat. Je ne suis pas envoyé par Moïse ici. Et il a tué qui? Il n'a pas laissé dans les mains. Son grand crime, c'est de dire que je vais être candidat. C'est vrai. Comme les autres. Écoutez, je vais terminer. Il y a aussi des procès de mercenaires. Il y a aussi des... Je vais terminer. Oui. Moïse, son grand problème, c'est qu'il a trahi le président, c'est tout. C'est ça son grand problème. Le reste, là, on peut créer des histoires. Et moi, je voudrais qu'ils viennent dans ce pays. Beaucoup ont trahi, ils sont ici. Quand vous lisez les vidéos, vous suivez les vidéos des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est ce qu'ils disaient du président. C'est pire que la candidature de Moïse. Soyons justes. Moi, mon pasteur Moulounda, je me bats pour la paix. Et je suis... Tu peux ne pas aimer ce que je dis? Tu vas être content avec moi? Je dis aujourd'hui que tout le monde doit revenir. Et nous avons... Vous a touché combien là pour changer du 8 ans blanc comme ça? Je ne change pas. J'ai commencé à faire la paix depuis avant. Je ne change pas. Le président Kabila a trouvé ce pays divisé. Il fallait voir comment est-ce que le RCD, le MLC, le traité, ils l'ont humilié au Zimbabwe. Il a dit pour la paix de mon pays, ce pays est unifié grâce à lui. C'est nous qui ne le comprenons pas. C'est l'Église qui ne l'a pas compris. Ce monsieur a la passion du Congo. Je ne pense pas que ça ferait un problème que lui d'amnistier que tous ces Mouyambo, ces gens sortent, tous ceux qui sont en prison, qui viennent qu'on se retrouve. Il nous a réunis à Sun City. Mais on gagne quoi? On gagne la paix, on gagne la stabilité. La justice. J'ai lu quelque part là que Moïse est parti au Rwanda pour demander l'aide militaire. Oui, il a fait des déclarations aussi là-bas. Je n'ai pas suivi une déclaration de guerre là-dedans. Il est parti au Rwanda pour vous demander l'aide militaire. Ceux qui vont vraiment voir Kagame pour l'aide militaire, ils passent à la télévision. Dites-moi, tous ces rebelles, est-ce qu'ils partaient au vu de tout le monde? Soyons quand même justes. Écoute, on veut utiliser ce pays pour rien. Celui qui va chercher la guerre va aller nuitamment. Il va aller demander. Les anciens rebelles sont ici pour leur demander leur technique, comment ils allaient chez Kagame. Quelqu'un qui va comme ça, au vu de tout le monde, il ne va pas pour la guerre. Moi, je demande. Je voudrais que le peuple se mette ensemble. Vous militez, pasteur, pour ça fait que je vous appelle pasteur. Vous militez pour l'amnistie ou vous militez pour le changement et la modification de la Constitution? On doit changer la Constitution. D'abord, mon grand combat, c'est que la Constitution doit être changée et approuvée par référendum. Pour qu'on la change et que tous les enfants du Congo acceptent le changement, tous doivent être ici. La première étape, qu'on nous amène ensemble, moi j'allais lancer... Il y a des techniques. Je vais lancer la pétition. Pourquoi? Je vais lancer la pétition pour changer la Constitution. Je suis vraiment engagé. Je vais au maman de m'accompagner. Je vais demander à tout le monde de m'accompagner. Mais nous devons nous mettre ensemble, autour de la même table. Comme nous avons senti Congolais entre nous. Oui, mais là, vous allez absoudre la justice. Vous allez... les gens qui ont des problèmes personnels avec les autres, non. Vous allez oublier tout ça parce que vous voulez changer seulement la Constitution. Il y a un problème qui est aussi important. Lequel? La décentralisation. Oui, qu'est-ce qu'il faut? Après 3 ans, je vais parler de ma propre province. La province du Haut-Lomami. Oui. C'est la province qui n'a pas du tout avancé. Avant la décentralisation, elle avait des trous. Maintenant, il y a des caniveaux. Même la moto ne peut même pas avancer. Les Balouba de chez nous sont marginalisés, sont devenus de plus en plus pauvres. Oui, qu'est-ce que vous en dites alors? Je voudrais qu'on puisse revenir à l'ancienne formule d'un seul Katanga. Non, mais là, vous êtes en train de... Écoutez, je peux terminer. Attendez. Là, vous êtes en train de c'est pas même la violation de la Constitution, mais vous remettez en cause c'est que les députés ont voté, ce qui est en faux. Aujourd'hui, nous sommes 26 provinces, on fait les élections sur la même Constitution dit que les gens, après essai, ils peuvent se regrouper. Vous savez pourquoi? Il y a aussi un autre motif. Le peuple Moulouba du Katanga, c'est un empire. Mais qu'est-ce que vous allez dire? Écoutez-moi, laissez-moi terminer. Je vais vous laisser. Qu'est-ce que vous allez dire des Lualaba qui se développent aujourd'hui? Tanganyika, on est en train de faire des choses, la Chopo, etc. Toutes ces provinces qui étaient à la fois noyées dans les mastodontes, aujourd'hui se développent. C'est un recul, Ngoï Moulouba. Non, ce n'est pas un recul. Je vais vous donner un exemple qui dit que ces divisions sont artificielles pour un Moulouba. Le Mouloubakati, c'est un empire Louba, tu le connais très bien. Le Mouloubakati est au Lomami, là où il est une tribu unique. Le Mouloubakati, il est au Lualaba. Les Balouba sont au Lualaba. Oui. Là-bas. Les Balouba sont au Tanganyika, là où j'ai grandi. Les Balouba sont au Katanga. Ils sont là. Donc quand vous nous coupez, vous nous divisez, vous allez diviser l'empire Louba. Mais il n'y a pas que chez vous. C'est pourquoi on dit le Bourouba et Boukata. Quand vous regardez les Sanga, quand un Sanga parle et un Bourouba parle, c'est la même chose. Et puis quand vous parlez de ces autres provinces-là, au moins ils ont des industries, au moins nous on n'a rien. C'est pourquoi nous disons, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, Pasteur Moulounda, moi je vais aller chez nous au Tanganyika, ça va très mal fait. C'est pourquoi moi je fais appel dans cette constitution. Je ne parle pas d'autres provinces. Les provinces qui ont réussi peuvent continuer.
Mais moi, j'ai fait appel dans la nouvelle constitution qu'on revienne à notre donc, dans votre Katanga. débat, dans la commission constitutionnelle, vous allez encore revenir sur Je vais revenir parce que décentralisation. la constitution le permet. À l'article 4, on peut revenir ensemble, on peut se refaire. J'ai fait appel qu'on soit un même Katanga. Ça, c'est le point de vue de Kungwaku Mwanza, ça. Ça, c'est Kungwaku Mwanza. Écoute, pourquoi est-ce que vous regardez dans les... Moi, je Mais c'est ce qu'il a dit. Écoute, je ne copie pas Kungwaku Mwanza. Je parle de ce qui est vraiment peuple et pauvre. Nous sommes les gens qui avons payé dans cette décentralisation. Le Moulouba est divisé en morceaux. Maintenant, le Moulouba de Tanganyika n'est plus mon frère. Le Moulouba non. Les Balouba, c'est un empire qui est partout. Boulouba et Boukata. C'est pour cela, moi, je me bats. Dans cette constitution, les autres provinces qui ont réussi, on peut aller. Alors, revenons. La loi sur la répartition des sièges a été publiée il y a quelques jours. Le président, celui qui vous a succédé, Corneille Nangaa, a dit enrôler les Congolais de la diaspora risque d'être très difficile. Ce qui risque d'être le cas. Vous avez exclu les Congolais de la diaspora avec Malou Malou en 2006. Vous l'avez fait personnellement en 2011. Aujourd'hui, celui qui vous a succédé est en train de le faire. Non. Malou Malou et moi-même n'avons pas exclu les Congolais de la diaspora. C'était la loi. La loi à l'époque ne permettait pas la participation de la diaspora. Mais la loi actuelle le permet. Moi, je me dis... Mais vous risquez de ne pas l'appliquer. Ce n'est pas bon. Vraiment, ce n'est pas bon. On peut toujours regrouper les Congolais. Par exemple, pour les gens de l'Europe de l'Ouest, on met un bureau central à Bruxelles, ils peuvent prendre le billet partir. Les gens du Canada, ils sont au Canada. Les États-Unis sont à Washington. Ça va prendre combien de temps? Non, écoute, vous mettez la machine là. Ceux qui sont à règle, nous voulons avoir la paix. Que tous les Congolais se sentent à laisser la loi. Elle a été promulguée, cette loi-là. Quand le législateur a fait la loi, il savait qu'on ne mette pas des obstacles. Et on va enrôler qui alors? Parce que là-dedans, il y a beaucoup qui ont la double nationalité. Mais nous allons aller, ça va aller, on va changer la constitution. On va changer la constitution. Qu'on les laisse s'enrôler, on va faire le tri après. Moi, j'ai fait appel. Donc on enrôle quand même et puis on change la constitution. Oui. Et comment on va identifier les vrais et les faux? Nous avons un fichier aujourd'hui qui existe. Là, il y a des doubles nationalités dedans, n'est-ce pas? Dans le fichier actuel. Ils sont là. Là-dedans? Oui, ils sont nombreux. Dans le fichier actuel là de Nanga aujourd'hui, qu'on va auditer, les doubles nationalités sont là. Mettez les doubles nationalités de la diaspora dans le fichier. Quand on va prendre la décision, ça va concerner tout le monde. Ne les laissez pas dehors. Moi, je voudrais la paix et qu'on ait la paix partout. Si vous allez continuer encore à énerver les gens, vous les excluez. Tous les pays du monde, tous les grands pays le font. Le Cameroun le fait. Pourquoi pas nous? Nous sommes un grand pays quand même. Vivons avec risque de dépasser la date du 23 décembre. Est-ce que la date là, est-ce que c'est une prophétie? À quoi servirait d'aller dans les élections? Demain, nous avons la guerre. J'ai dit ici au départ qu'on va utiliser les élections comme l'étincelle pour brûler ce pays. Est-ce que vraiment le Congolais aujourd'hui a besoin d'élections? Le Congolais a besoin du pain, a besoin de la nourriture, a besoin de son salaire. C'est ce que le gouvernement doit voir. Donner à manger aux gens, payer correctement les gens. Nous pouvons aller même jusqu'à décembre 2033, je m'en fous, pour que les gens puissent pouvoir manger. Le Congolais, si le Congolais va aller aux élections, parce que ceux qui dirigent l'ont déçu. Les dirigeants ont déçu les Congolais et ils ont faim. Donnez-leur à manger demain. Remplissez la nourriture. Vous verrez qui va aller aux élections demain. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on nourrisse les gens, qu'on s'occupe de la population. Alors, synthétisons un tout petit peu, parce que ceux qui nous suivent, ils sont un peu perdus. C'est vous qui êtes perdus, mais ceux qui nous suivent. Non, mais moi, j'aimerais bien y voir un peu plus clair. Donc, il faut vous dites, 1, il faut changer la Constitution. Oui. 2, il faut intégrer la double nationalité. Oui. 3, il faut enrôler quand même ceux qui ont la double nationalité parce que dans le fichier de Nanga, il y en a déjà dedans. Oui. Et 4, il faut l'amnistie de tous ceux qui ont commis des... Et 5, la maman congolaise. Oui, maman congolaise. Non, pourquoi tu ne prends pas ça au sérieux, Jamari? Moi, ça me préoccupe quand tu fais ça. Il faut prendre ça au sérieux. La maman congolaise... Maman congolaise. Très bien. Elle a droit à la naissance, c'est une chose naturelle, ce n'est pas une maladie. Pour qu'on aille payer à l'hôpital, nous payons pour la maladie. Ce n'est pas un visa à faire trop d'enfants, ce n'est pas une maladie, ou bien ce n'est pas un crime pour qu'après avoir accouché, on l'arrête. Mais ce n'est pas un visa pour faire trop d'enfants aussi. Non, ce n'est pas un visa. Ils vont accoucher. Et ce pays est sous-peuplé, nous avons besoin de le rappeler. La force de la Chine, 300 millions d'habitants pour vous, la force de la Chine, c'est la population. Surtout, laissez les mamans d'abord, quand moi je vais signer la pétition, on va dire aux mamans qu'elles ne payent plus. Même si tu as un hôpital privé au Congo, avant de faire même si c'est l'hôpital privé, l'accouchement est gratuit. Et j'ai fait appel aux mamans de me soutenir dans cette constitution. Et qui paye les infirmiers, les médecins et tout ça? Parce que la maman vient accoucher et puis après. Écoutez, est-ce que les hôpitaux ne vivent que de ça? Il y a beaucoup de frères qui peuvent aider. Accoucher, c'est une affaire naturelle. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un crime pour qu'on arrête quelqu'un.
Et vous êtes en train de violer les droits du bébé. Quand le bébé est né, il doit aller dans la communauté, on doit prier pour lui. Les enfants, vous violez leurs droits. Je demande à ceux qui... Human Rights Watch, ça, ils doivent regarder, au lieu de mentir. Alors, votre pétition commence quand? Parce que ça risque d'intéresser beaucoup de gens, ça. Ma pétition va commencer, je me prépare d'ici la fin du mois. Je laisse la pétition dans les 26 provinces. Les termes de référence, c'est quoi? Avant d'aller, je vais les lire devant toi. Tu auras la primeur de ça. La pétition pour changer cette constitution, je la lance à la fin de ce mois. Parce qu'il faut qu'on change cette constitution. Ça va sauver ce pays, ça va stabiliser ce pays, et ça va nous faire avancer. Ça va protéger nos richesses. Et ça va protéger notre chef aussi. Parce que les miniers qui vont faire la guerre, parce que nos mines ne sont pas protégées par la constitution. Nous devons protéger ce pays. Jean-Marie, un jour, Lumumba est mort parce que il a donné une indépendance politique, ça n'a plus aux gens. Mais Kabila a été donné une indépendance politique, malheureusement que les Congolais ne voient pas. Malheureusement que vous, la presse, vous n'expliquez pas ça. Ça, c'est l'indépendance économique que nous avons, le plus important. C'est vrai, il est en fin mandat, il va partir. Mais moi, je me dis que ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'on le protège dans la Constitution, que nos eaux, nos forêts soient protégées. Nous sommes en train de contribuer à l'oxygène dans le monde avec nos forêts. Si nous gagnons combien? Ah ben, il faut qu'on présente la facture. Est-ce qu'on nous paye? Qu'on présente la facture d'abord. Alors, on nous interdit de couper. Qu'est-ce que les Congolais profitent de leurs forêts? C'est ça mon combat aujourd'hui. Merci, Ngoï Mulunda. Toujours avec sa franchise. On vous invitera pour nous présenter votre pétition. Et vous allez continuer à débattre. Je sais que vous allez beaucoup débattre à travers Internet, les messages, etc. Nous sommes là pour ça. Merci. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Avec le même plaisir. Qui vous permet de vous ouvrir au monde, c'est ici. Le seul rendez-vous. Expression libre, confidence sur vous et sur les autres. Prise de position sur des questions majeures du moment. Ici, je vous reçois sans complaisance ni parti pris. Alors, préparez-vous. Bientôt, ça sera votre tour.